Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Arthur, coordinateur des meet-up à Paris pour DeFi France et contributeur sur l'entièreté du Discord de DeFi France depuis quasiment 3 ans. C'est un plaisir de vous réunir, qu'on se voit tous ici pour ce 24e meet-up de DeFi France, le dernier des années. Pour ceux qui ne connaissent pas DeFi France, c'est une communauté liée forcément à DeFi, à la crypto, mais aussi à tout ce qui est EVM, blockchain et forcément staking. On existe depuis fin 2019 et chaque mois on organise des meet-ups, que ce soit sur Paris, que ce soit sur Lyon et Toulouse. On organise aussi des webinaires en ligne pour vraiment l'introduction à DeFi pour les plus débutants. Et forcément on a un Discord pour onboarder tous les nouveaux, mais aussi discuter de futurs événements, de nouvelles technologies, d'actualité des DeFi. Et c'est ici qu'on publie en premier en fait les futurs meet-ups qui vont arriver. Et je suis aussi product manager chez Nuant qui nous accueille ce soir. C'est une boîte dans la fintech. On développe un portfolio management system pour les fonds d'investissement et les institutions. En fait, on regroupe l'entièreté des données de marché, mais aussi issues des SEX, des custodies, quand ils utilisent des brokers par exemple. Et en fait, le but de notre outil, c'est d'améliorer tout ce qui est l'analyse du risque, la visualisation des portefeuilles, que ce soit l'exposition, que ce soit l'exposition sur différentes blockchains, différents secteurs, différents networks. Et en fait, notre but, c'est d'améliorer les quotidiens des portfolio managers. Et du coup, j'y travaille depuis 1 an. Et là, du coup, c'est le deuxième meet-up qu'on fait ici chez Nuant. Et juste pour info, l'année prochaine, on va probablement changer de salle. On va être plus dans le deuxième pour ceux qui connaissent. Du coup, on aura une nouvelle salle peut-être un peu plus grande aussi pour accueillir plus de personnes. Et maintenant, j'ai la parole à Swap et Cyril qui nous a gentiment aidé en fait à financer ce meet-up, que ce soit pour l'organisation, mais aussi pour l'after où on aura des bières pour discuter tous ensemble, mais aussi la dégustation de pizza comme à notre habitude avec nos meet-ups de DeFi France. Bonjour à tous, je suis Cyril Pastour, je suis le cofondateur de Swap. Pour ceux qui ne connaissent pas, Swap c'est un protocole de DeFi qui est en fait une solution de yield qui s'appuie sur des stratégies de market making algorithmique. C'est pas mal de termes barbares derrière tout ça. En fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous souhaitez avoir des rendements on-chain en DeFi, vous pouvez déposer des liquidités chez Swap. Et derrière, ces liquidités, elles vont être utilisées par le protocole pour pouvoir être tradées par d'autres utilisateurs. Ces utilisateurs vont payer des frais et ces frais vont être rétrocédés aux personnes qui ont fourni la liquidité. D'autres exemples de protocoles du même type, ce sont ce qu'on appelle des AMM, des Automated Market Makers. Donc vous avez sûrement entendu parler, par exemple Uniswap. Nous, notre particularité chez Swap, c'est que en fait, on a pour ambition d'être le liquidity engine le plus avancé de la DeFi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, concrètement, ce qu'on adore dans la DeFi et dans l'infrastructure des AMM, c'est vraiment la partie infrastructure, donc tout ce qu'on appelle les pools de liquidité. J'imagine que vous êtes familier avec les pools de liquidité si vous êtes ici ce soir. En gros, ce que ça permet, ces pools de liquidité, c'est premièrement de donner accès à n'importe qui à des produits financiers, en gros. Donc c'est vraiment cet aspect open qui est intéressant. Un autre aspect qui est intéressant, c'est l'aspect non-custodial. Donc en fait, quand vous déposez vos liquidités dans des pools de liquidité, c'est pas comme sur un échange centralisé. C'est-à-dire que vous gardez l'ownership de vos cryptos. Donc il n'y a pas d'événement de type FTX qui peut vous arriver. Donc pour rappel, FTX, c'est la plateforme d'échange qui s'est effondrée en 2022 parce que les cryptos qui étaient utilisés n'étaient pas utilisées comme elles auraient dû l'être, quoi, on va dire. L'autre avantage d'être sur une structure de pool de liquidité, c'est que tout est transparent. Donc en fait, en gros, il est possible pour n'importe qui de regarder à tout moment quels sont les rendements des pools, comment ce rendement il est fait, avec quel niveau de risque, donc quelle est la variabilité de ce rendement, comment est-ce qu'il évolue en fonction des périodes, etc.
Et ça, c'est hyper important parce que ça permet d'éviter pareil, des dérives du genre ce qu'on a pu voir à la fois en fait en crypto avec Alameda qui était le market maker de FTX ou alors Three Hours Capital qui était un fonds qui en fait avait emprunté de l'argent sur la place pour tout miser sur le Luna sans le dire aux personnes à qui ils avaient emprunté. Mais aussi en finance centralisée. Donc il y a peut-être une affaire qui va vous parler, qui est l'affaire Madoff, qui était dans les années 2000, qui est quelqu'un en fait qui avait créé un Ponzi globalement. Ça, c'est pas possible avec une infra de pool de liquidité parce qu'on est capable de savoir d'où vient le yield et du coup de comprendre si on a affaire à un Ponzi ou pas. Ce qu'on a adapté par rapport aux AMM traditionnels tels qu'Uniswap, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes formules en fait, pour faire le market making. Donc notamment, ce qui est important en market making, c'est de comprendre à quel prix on va permettre aux gens d'échanger un actif. Et ce que font les AMM jusqu'à présent, c'est qu'ils utilisent une formule qui s'appelle la Constant Product Formula, XY égale K, qui a été super pour créer des marchés on-chain, permettre aux gens de trader on-chain, qui est super aussi pour créer de la liquidité sur des tokens dits long tail, donc des tokens qui ont une market cap assez faible et qui ne seraient pas en mesure d'être listés sur des échanges centralisés, mais qui en revanche n'est pas du tout adapté pour générer des rendements en tant que market maker. C'est des modèles qui sont juste pas efficaces. Et du coup, nous, ce qu'on fait chez Swap, c'est qu'on utilise les modèles ce qui se fait de mieux en finance traditionnelle, donc des modèles issus de la recherche, et on les adapte à l'infrastructure de la DeFi. Voilà. Une autre de nos particularités, c'est qu'on ne se considère pas comme un échange décentralisé, on ne se considère pas comme un endroit où les traders viennent pour échanger leurs actifs. On se voit plus comme une couche qui est en arrière-plan, en back-end, des agrégateurs. Donc, les agrégateurs, c'est des produits qui doivent vous parler. Donc, des exemples de ces produits, c'est Paraswap, Odos, OneInch, Uniswap X. En fait, nous, la façon dont on veut se positionner, c'est que vraiment, on s'adresse uniquement aux gens qui fournissent la liquidité. On est optimisé pour les liquidity providers. Et les traders, ils peuvent avoir accès à notre source de liquidité via ces agrégateurs. Et c'est grâce à la performance de nos modèles qu'on va pouvoir récolter des frais pour les fournisseurs de liquidité. Donc notre proposition de valeur pour les LP, c'est vraiment un aspect passif au sens set and forget. C'est-à-dire que vous déposez vos liquidités, vous n'y touchez pas, vous n'avez rien à faire. Et du coup, notre infrastructure s'occupe de gérer cette liquidité et puis de faire des trades, quoi. Donc la particularité aussi qu'on a, c'est que nos pools, elles ne subissent pas d'impermanent loss. Donc c'est sans doute un terme que vous avez entendu si vous avez déjà touché à des protocoles DeFi, parce que justement, on n'utilise pas du tout les mêmes façons de quoter les actifs que les AMM traditionnels. Notre particularité, comme je disais, c'est vraiment notre biais sur la recherche. Donc globalement, on est deux cofondateurs chez Swap. On s'appuie aussi sur une équipe de recherche très poussée. Donc on travaille avec des mathématiciens et des chercheurs en market making qui sont issus de la finance traditionnelle et qui ont plus de 25 ans d'expérience en combiné dans le trading à haute fréquence, plus de 3000 citations sur des articles dans le market making en finance traditionnelle. Et c'est ça, du coup, qui nous permet d'avoir une valeur ajoutée par rapport à d'autres protocoles d'AMM. Peut-être pour vous donner quelques chiffres sur nos métriques. Donc, on a lancé notre V2 il y a 6 mois. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le focus était vraiment de s'intégrer avec le plus d'agrégateurs possible. Donc aujourd'hui, on a à peu près 20% du marché des agrégateurs qui est intégré et ça va a priori fortement augmenter dans les semaines à venir. On a à peu près 3,7 millions de liquidités sur la plateforme, 2400 utilisateurs. Pour vous donner un exemple, une de nos pools qui marche bien, par exemple, c'est la pool Ether USDC sur Arbitrum qu'on a lancé récemment, qui a un rendement net de 16%. On a aussi plus de 60 millions de volumes de trading sur la plateforme depuis le début de la V2.
C'est des chiffres qui augmentent très rapidement parce que depuis juillet, notre croissance chaque semaine de nos volumes de trading, elle est de 35%. Donc c'est-à-dire que chaque semaine, en gros, en moyenne, on rajoute 35% de volume en plus sur la plateforme. Et après, pour vous donner des KPI plus sur la performance de nos modèles, globalement, on a la standard deviation, qui est une mesure classique de risque en finance, qui est 4,5 fois inférieure à Uniswap. Pour nous, en fait, dans les prochains mois, le focus il va être autour de l'intégration de plus d'agrégateurs pour encore continuer à augmenter les volumes de trading. On commence à essayer de réfléchir à comment redesigner l'expérience de provision de liquidité sur la plateforme en essayant d'adopter un modèle dit single-sided, c'est-à-dire où vous venez avec un seul token et vous êtes exposé à un seul token. On travaille toujours sur des sujets de recherche pour pouvoir améliorer nos modèles. Donc voilà. Si vous voulez essayer la plateforme, on vous donne accès à un petit bonus de 15% sur nos émissions de tokens pour les 3 prochains mois. En gros, donc il faut que vous flashiez ce QR code et que vous remplissiez la survey en gros. Quand vous déposez la liquidité, en plus, vous avez accès à des émissions de notre token qui n'est pas encore live, par contre, attention, je précise. Donc voilà, si vous voulez essayer, vous pouvez avoir accès à ce bonus. Voilà, merci à tous et bon meet-up. MorphoBlue, je pense que c'est une évolution de la compréhension de la décentralisation du lending. Et notre nouveau protocole, qui est une évolution de Morpho Optimizer, qui est la version actuelle de Morpho, reflète des compréhensions sur la décentralisation. Avant de parler de Morpho et de blockchain, je vais vous parler un peu de lending, parce que le lending, c'est la base de la finance traditionnelle. Et le meilleur moyen de voir ça, c'est quand la Fed augmente le risk-free rate, le taux sans risque, toute l'économie se met à changer, dans le sens où les stocks se cassent la tête, la même chose pour la crypto. Et le lending permet deux choses, de ramener les gens qui ont des excès de capital et des gens qui ont des besoins de capital pour financer un État, pour financer une maison, pour financer ce que vous voulez, sur un marché. Aujourd'hui, ça fonctionne avec des banques, mais ça pourrait fonctionner de manière désintermédiée avec une blockchain. Là, je vous mets deux chiffres. Ça fonctionne aujourd'hui déjà sur une blockchain, mais à des ordres de grandeur qui sont tout petits. Pardon pour les screenshots, mais aujourd'hui, il y a 300 protocoles de lending on-chain qui font à peu près 21 milliards de outstanding value de loans. Ce chiffre, je ne sais pas exactement ce qu'il vaut, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ça représente moins de 1% de la valeur nominale de prêt sur la finance traditionnelle. Et la thèse derrière ça, c'est si on pense qu'il va y avoir de l'activité on-chain, c'est-à-dire qu'on croit en futur de la DeFi, il y a une nécessité d'avoir un protocole de lending qui fonctionne parce que le lending est le corps de l'activité économique. Personnellement, pourquoi est-ce que je crois qu'il y a un futur on-chain? Parce que les hommes ont été dans la réalité, ensuite ils ont été en ligne, et ensuite je pense que l'évolution en ligne, c'est on-chain. Et Morpho, je pensais d'incarner ça. Donc, finance traditionnelle, pouvoir des blockchains. Ensuite, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait du lending on-chain? Vous connaissez tous AAV Compound. La manière dont ça fonctionne, ce qui est extrêmement novateur, il y a des dépositeurs et des borrowers qui peuvent arriver de manière asynchrone via un pool de liquidité. Cyril a parlé des pools de liquidité tout à l'heure. C'est un petit peu différent ici, c'était lending pool, mais c'est le même concept. Un user arrive et dépose de la liquidité, un autre utilisateur arrive demain ou le jour d'après ou quand il veut et peut récupérer cette liquidité via un smart contract, c'est-à-dire une obligation de repaiement via du code. Ça, c'est bien, ça fonctionne bien parce que c'est liquide, mais ce n'est pas capital efficient. C'est-à-dire que sur AAV, sur Compound, sur toutes ces choses-là, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de supply que de demande. Et ce qui se passe, c'est quand un borrower prend un prêt, la valeur de l'intérêt qu'il va reverser au pool, elle va être divisée par tous les gens qui ont supply de la liquidité, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un très gros spread sur AAV. Le spread, c'est un écart en finance entre deux choses. Un spread, c'est sur DYDX, les gens ils se servent beaucoup de spread pour faire ce qu'on appelle des arbitrages stratégiques. Ce spread, c'est une opportunité pour des traders, comme je viens de dire. C'était l'opportunité derrière Morpho. Morpho, ça a été construit derrière ce spread qui est... Ça, c'est deux screens sur AAV. Si vous voulez supply de l'Ether, sur AAV, vous touchez 2%. Si vous voulez borrow de l'Ether, vous payez 2,83%. Il y a un écart entre ces deux chiffres qui est énorme, surtout si vous parlez avec du gros volume.
Et ça, c'est pourquoi est-ce que Morpho existe. La raison de ça, c'est lié au pool, c'est lié à l'utilisation de capital. On pourra en parler si vous avez des questions après, mais c'est un peu technique. Et l'idée derrière Morpho Optimizer, bien comprendre que là, je parle de Morpho Optimizer et Morpho Protocol, c'est un protocole DeFi qui peut développer plusieurs protocoles différents. Optimizer, c'est la première version de Morpho. Optimizer se dit la chose suivante, si le pool n'est pas efficient, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de pool, mais créer une ligne directe de crédit entre celui qui borrow et celui qui supply, et éviter la dilution d'intérêt. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur Morpho, et quand vous êtes matché sur Morpho Optimizer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en face de vous avec qui vous avez une ligne de crédit direct, et si ça se passe, il n'y a pas besoin de pool, donc le taux qu'on peut fixer, c'est un taux arbitraire. Si vous faites une transaction avec quelqu'un, il y a transaction quand vous êtes d'accord sur le prix. Nous, ce qu'on fait, si je reviens à ça, vous avez spread 1,90, 2,83. On veut créer une situation qu'on appelle un Pareto Improvement, c'est-à-dire que les deux agents bénéficient de la même incentive à utiliser le produit. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se met au milieu de ce spread. C'est-à-dire que 1,90, le spread, c'est presque 1%. Donc les deux gagnent 0,5% dans un sens. Donc lui va gagner 2,5 et lui va payer 2,3. Là, on a créé un Pareto Improvement. C'est l'idée derrière Morpho Optimizer. Et en chiffres, qu'est-ce que c'est Morpho Optimizer? En un an, on est passé de 289 millions de TVL à 1,4 milliard. Voilà un peu d'historique sur lending Morpho. Maintenant, après avoir... et alors, un truc que je n'ai pas précisé, qui est important. Là, on est en dehors du protocole, mais on a un truc qui est important chez Morpho et Morpho Optimizer, c'est ce qu'on appelle le fallback dans AAV. Si vous voulez emprunter de l'argent et qu'il n'y a pas de supplier en face, Morpho supply dans AAV ou borrow dans AAV. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours un retour, un espèce de, comment ça s'appelle, une caution ou un last resort, je ne sais pas comment traduire ça, un cas de dernier recours qui est AAV. Donc on utilise la liquidité d'AAV, le protocole d'AAV, quand on ne peut pas avoir une espèce de ligne directe. Je parle de ça parce que là, je montre qu'on est construit au-dessus d'AAV. C'est-à-dire que Morpho sans AAV, ça ne fait pas sens parce que ça devient illiquide. Ça veut dire que pour que ça marche sur Morpho, il faut qu'il y ait un borrower et un lender qui soient là au même moment. En même temps, c'est hyper dur. ETHLend a essayé de faire ça en 2017, ça a complètement fail. Le problème, donc ça c'était parfait pour notre go-to-market au début. Le problème de ça, c'est qu'on pense, et on pense que c'est même vraiment sûr, que Morpho va devenir un fragment d'AAV, une espèce de valeur pourcentage fixe, et que si, admettons, aujourd'hui, on a 1,4 milliard de 7 milliards sur AAV, peut-être que si on pousse énormément le BD, on va arriver à 3, mais c'est tout. Et on va dire ce pourcentage-là de 30%, on imagine qu'il va être fixe parce que les utilisateurs qui ne veulent pas utiliser Morpho, ils n'utiliseront pas Morpho et c'est tout. Et donc là, on se dit, là, il y a une opportunité dans le lending qui est peut-être, la vraie question, c'est est-ce que le lending, dans la manière dont il est fait aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de capturer peut-être les 8 trilliards qu'on a vus avant versus les 27 milliards qui sont là aujourd'hui. Et si on continue cette réflexion, on pense que non, et pour plusieurs raisons. La décentralisation, c'est une des raisons, c'est un des sujets d'aujourd'hui, mais le modèle du lending aujourd'hui, il a 3 problèmes qui sont fondamentaux. Le premier, c'est que c'est un modèle qui est trusted. On parle de decentralized lending avec AAV, avec Compound, mais la réalité, c'est que derrière la décentralisation, il y a des boîtes qui s'appellent Gauntlet, qui s'appellent Chaos Labs, qui update des risk parameters sur AAV de manière fréquente ou infréquente sur des sujets comme les caps de borrow, les borrow caps, supply caps, les utilization rates, pas mal de paramètres. Et aujourd'hui, sur AAV, on a fait une query sur Dune, il y a 700 paramètres de risque qui sont monitorés sur le pool. Ça, c'est un truc qui n'est pas du tout durable, et c'est pour ça que AAV, Compound et les autres, assez régulièrement, ils freeze ou ils upgrade leur code. Ce qui est un problème parce que si on parle de décentralisation, on parle de blockchain qui run forever avec pas d'intervention humaine, c'est pas scalable. Un autre problème, c'est un problème de flexibilité. Encore une fois, je me ramène à ça, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le lending c'est que 25 milliards? C'est peut-être parce qu'il y a un problème sur les assets qui peuvent aujourd'hui être ajoutés sur les protocoles de lending. Et AAV Compound, c'est deux protocoles qui, parce qu'ils monitorent ces paramètres de risque et qu'ils ont une gouvernance qui est assez impliquée dans les assets, ils ne peuvent pas se permettre de lister des long tail
des shitcoins, des nouvelles assets un peu exotiques parce qu'il doit faire rentrer ces assets dans un concept qu'on appelle un multi-asset pool. Et ça, c'est très compliqué pour eux. Donc, les lending protocoles aujourd'hui, ils ne sont pas flexibles. Ils ne peuvent pas ajouter n'importe quel asset, ils ne sont pas permissionless. Le dernier point, c'est un problème d'efficacité. Bon, là, je ne vais pas m'étendre longtemps, mais on a créé un protocole qui a 1,4 milliard de TVL sur un spread. Je pense que ça montre qu'il y a peut-être un peu de réflexion qui peut être faite sur l'efficacité, sur l'utilisation, sur ces sujets-là. Et du coup, on pense qu'à cause de ces problèmes, ou à cause pas du tout de ces problèmes, mais plutôt de cette première itération du lending, qui a évidemment, c'est de la tech, donc on innove en cycle, il y a de la place pour une primitive, une vraie primitive. Donc aujourd'hui, on parle du lending model comme AAV, comme des primitives. Donc on pense que ce n'est pas vraiment des primitives, c'est plutôt des produits qui permettent aux gens de déposer leur Ether, leur Bitcoin et de les exposer à certains pools. Ils gouvernent ça et ils créent un espèce de produit structuré. Mais ce n'est pas une primitive dans le sens où tout le monde peut créer un marché de lending pour n'importe quel asset à n'importe quel moment avec des conditions qui définissent eux-mêmes. Et donc la conclusion, c'est AAV Compound, ils sont great pour onboarder des passive lenders. Vous déposez votre Ether, vous ne savez pas où ça va, mais il est ensuite prêté à divers pools. C'est très bien pour les utilisateurs. Là où c'est moins bien, c'est la scalabilité et l'expressivité. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de créer un protocole de lending sur une asset très particulière avec des paramètres très particuliers, je ne peux pas. Ou alors il faut que je fork AAV. Fork AAV, il faut 5 ingénieurs plein temps, faire des audits, vous savez tout ce que c'est. Ou si vous ne savez pas, c'est long et ça coûte cher. Et en partant de tous ces points, c'est pour ça que nous, on a construit MorphoBlue. En apprenant de ce Morpho Optimizer en étant build on top of de AAV Compound, là, on crée un nouveau protocole qui est une primitive, donc qui est un vrai protocole de lending tout seul, et qui est permissionless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernance, et qui permet de créer un marché pour n'importe quel asset. La seule chose que vous devez faire quand vous créez un marché sur MorphoBlue, c'est ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire vous devez input le collateral asset, c'est-à-dire l'argent que vous allez mettre pour prêter et retirer un autre token. D'ailleurs, il manque un... Non, ok. Pardon. Loan asset, c'est l'asset que vous allez emprunter. Collateral asset, c'est ce que vous mettez en collatéral. LLTV, c'est le max leverage, ou c'est le moment où votre position peut être éligible à une liquidation. Le max leverage, c'est le niveau maximum de leverage que vous pouvez faire. Donc, si vous mettez 90%, ça veut dire que vous pouvez emprunter à hauteur de 90% de votre collatéral. L'oracle, vous savez ce que c'est une notion de prix. Quand vous empruntez avec une asset. Donc là, c'est un prix en fonction d'un autre. Et un IRM, c'est un taux d'intérêt qui va gouverner ça. MorphoBlue, c'est juste ça. Et ça paraît peut-être trivial de dire ça, mais ça, c'est juste 600 lignes de code qui sont immutables et qui créent des marchés qui sont isolés. C'est tout, il n'y a pas de gouvernance, n'importe qui peut y accéder, n'importe qui peut créer un marché. Si on repense au problème d'avant, on disait que ce n'était pas efficient, pas flexible et un petit peu lié sur beaucoup d'intermédiaires de confiance. MorphoBlue, on ne peut pas le stopper, c'est-à-dire que, comme je dis, il n'y a pas de gouvernance, les marchés sont immutables. Une fois que c'est déployé sur la blockchain, si on assume que l'Ethereum blockchain fonctionne et continue de fonctionner, ça continue. Permissionless, pensez à Uniswap. N'importe qui peut créer un pool pour n'importe quel token, sauf que là, c'est un lending market. Et enfin, ultra efficient. L'efficience, ça se voit de deux façons en DeFi. C'est le coût pour utiliser une application et c'est, on va dire, les décisions de design sur les taux d'intérêt. Quand un smart contract fait 600 lignes de code, le call d'une fonction sur un contract, c'est beaucoup moins cher qu'une base de code qui fait, je sais pas, 6000 lignes. Donc là, par exemple, MorphoBlue, c'est 3 à 5 fois moins cher en gaz qu'AAV. En termes d'efficience sur les intérêts, on a design un IRM, ça s'appelle un Unstructured Model, en interne. Un peu comme Swap, on a une équipe qui est très technique avec une dizaine de chercheurs qui ont fait ça. C'est quoi un IRM? Interest Rate Model. Donc c'est un algorithme qui, en fonction de l'utilisation d'un marché et des allées-venues, modifie le taux. C'est une fonction en fait qui a juste deux variables et qui fait ça. Donc, quand je vous dis MorphoBlue, c'est assez simple, 600 lignes de code, on crée des marchés isolés pour n'importe quel asset. C'est super bien pour les gens qui veulent créer des marchés et les borrowers. C'est pas top pour les utilisateurs parce que imaginez si vous êtes là, vous voulez supplier votre Ether, il y a 200 pools sur MorphoBlue, comment vous faites? L'utilisateur il est un peu comme le mec dans ce champ là, il ne sait pas trop quoi faire, c'est pas top. Pour ça, on résout ce problème en ajoutant au-dessus de MorphoBlue
une couche qui s'appelle un vault. En DeFi, un vault, c'est juste un smart contract qui permet d'abstraire la complexité et de déposer dans plusieurs pools une asset. Metamorpho, c'est une couche de management au-dessus de MorphoBlue. Si vous imaginez AAV aujourd'hui, c'est comme un vault qui investit dans certains pools qui ont été whitelistés par gouvernance. Et si vous voyez comment MorphoBlue est ici, si vous avez un marché, je ne sais pas, Ether, USDC, Ether, Stake, ETH, et que sur AAV, je vais expliquer ça parce que ce n'est pas très clair. MorphoBlue, des marchés qui sont isolés et qui sont déployés par n'importe qui. Au-dessus de MorphoBlue, on recrée une abstraction layer juste parce qu'on voudrait que les utilisateurs aient la capacité, de manière passive, d'abonder du côté supply dans ces marchés. À la différence d'AAV et des modèles d'aujourd'hui, on sépare le risk management du protocole. Le protocole, c'est nous qui l'avons développé. Metamorpho, c'est nous qui l'avons développé. Mais les Metamorpho Vault, c'est des spécialistes du risque, comme Gauntlet, etc., qui déploient leur Vault et qui choisissent les underlying markets dans lesquels les utilisateurs vont développer. Ça, c'est beaucoup plus puissant parce que si vous pensez à AAV, Compound, etc., aujourd'hui, ils ont des paires qui sont communes. Par exemple, la paire Stake ETH, qui est la paire la plus liquide en DeFi aujourd'hui, elle existe sur Compound, elle existe sur AAV, mais elle n'est pas commune. Ici, vous pourriez avoir un marché qui est Stake ETH et ensuite qui prend d'autres sous-marchés et qui crée une expérience de lending. Donc ça pourrait être Compound, ça pourrait être AAV, ça pourrait être Flux Finance. Mais ici, la paire, elle est commune à tout le protocole. Ce qui est beaucoup plus puissant et qui vous permet de construire au-dessus de MorphoBlue n'importe quel protocole de DeFi, protocole de lending. Ça, c'est important. On parlait tout à l'heure de aujourd'hui, si vous voulez créer un marché avec certaines spécifiques, vous êtes obligé de forker AAV et d'opérer AAV, d'auditer le code. Ici, vous créez un protocole de lending par créer un marché uniquement. C'est différent comme modèle et encore une fois, c'est beaucoup plus efficace. L'intérêt de Metamorpho, c'est que vous pouvez avoir AAV, Compound, Flux, tout ce que vous voulez au-dessus de la même primitive, au-delà d'avoir des protocoles qui sont différents. Vous pouvez avoir de la spécialisation au niveau du risk management et de la spécialisation au niveau du contrat. Ça paraît évident, mais c'est super dur de faire du risk management. C'est très dur d'opérer des smart contracts. Si vous faites les deux en même temps, vous explosez ou vous êtes sujet à des risques. AAV, qu'est-ce qui se passe dès que CRV commence à être très volatile? C'est très compliqué. Et encore une fois, c'est fait parce que les marchés ne sont pas isolés. Je vais terminer juste avec des use cases un peu précis, parce que là, je vous ai parlé de trucs un peu théoriques. MorphoBlue, c'est live dans 3 semaines. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sur MorphoBlue? La première, c'est une use case de borrow. Vous allez pouvoir borrow à des LLTV qui sont beaucoup plus hautes que le marché aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez prendre du leverage à 20, 25 fois, alors que sur AAV E-Mode, vous pouvez juste 10 fois. Donc c'est beaucoup plus efficace et moins cher. Vous pouvez aussi déposer dans Metamorpho. Donc là, je vous ai mis un exemple de Stakehouse Metamorpho. Stakehouse, c'est un risk manager qui est très connu en DeFi, qui a onboardé tout le reward asset du DAI dans Maker. Stakehouse, il travaille avec nous pour déployer des underlying markets et déployer un vault qui permet d'exploser à du lending USDC reward asset. Et enfin, je voulais vous parler un peu juste du nombre de cas, des choses que vous pouvez build on top of MorphoBlue. Vous pourriez build DYDX d'une certaine façon on top of MorphoBlue. Contango, c'est des perpétuels. Les perpétuels, c'est comme tu as dit, c'est du leverage qui ne finit jamais. Vous pouvez build du leverage au-dessus du lending. Vous n'avez pas besoin de déployer votre propre liquidité, vous pouvez le faire comme ça. Summer, c'est peut-être que vous connaissez, Summer Finance. C'est un des plus gros produits structurés en DeFi. DeFi Saver, Instadap. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des portfolio tooling qui permettent d'accéder certains protocoles DeFi avec des stratégies spécifiques. Par exemple, sur DeFi Saver, vous avez un x10 morpho qui a déjà été fait qui vous demande de ne pas le faire nécessairement. Voilà, MorphoBlue sera live dans 3 semaines et j'espère que c'était utile pour vous. Ok. Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui vous parler de Obol Network. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, d'autres non. Du coup, moi, c'est Léopold. Léo, c'est plus facile, surtout quand on travaille en anglais. Léopold, c'est toujours très compliqué à prononcer. Et je viens de Belgique. Les plus perspicaces l'auront déjà certainement remarqué. Et donc, je viens vous parler d'Obol. Obol, ça existe depuis maintenant 3 ans.
On en parle de plus en plus, en tout cas dans tout ce qui est écosystème de staking. On en entend de plus en plus souvent parler dans les podcasts, on commence à être de plus en plus connu. Et tout simplement, on a lancé notre produit sur Mainnet début de ce mois-ci. Et donc je vais un peu vous présenter ce qu'on fait. Mais juste avant de démarrer, pour savoir un petit peu, je ne vais pas vous rappeler ce qu'est Ethereum, ça évidemment, je ne vais pas vous faire cet affront-là. Mais qui s'y connaît un petit peu plus dans l'écosystème de staking, dans tout ce qui est validateur Ethereum? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà validé? Je vois 2-3 petites mains qui se lèvent dans le fond. Mais globalement, c'est dans ce domaine-là qu'on travaille plus particulièrement, c'est dans le staking. Et nous, la solution qu'on construit, c'est des distributed validators. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Juste pour info, j'ai fait exprès de laisser quelques mots en anglais dans les slides. C'est un choix que j'ai fait parce que parfois ça fait tout simplement plus de sens, mais j'expliquerai tous les termes, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit qui pose problème. Et donc voilà, j'ai bien fait mes slides, pas eu le temps de beaucoup répéter, mais c'est chouette d'avoir une discussion aussi plus naturelle. Donc globalement, pour vous donner un peu un aperçu de l'agenda dont on va parler aujourd'hui, je vais expliquer quels sont les challenges aujourd'hui si on veut être validateur Ethereum et donc staker depuis chez soi à la maison aujourd'hui. Quel est le produit qui est la solution qu'on est en train de construire, donc les Distributed Validators. Si vous voyez DV, DV sur les slides, c'est Distributed Validators. Comment est-ce que ça aide justement les gens qui veulent staker depuis chez eux et contribuer au staking sur Ethereum? Et comment est-ce qu'on peut concrètement commencer à s'y mettre en étant expérimenté ou peu expérimenté depuis chez soi? Donc pour un moment, staker depuis chez soi, donc le staking, c'est le fait de contribuer à la validation de la chaîne Ethereum et à sa sécurisation, grosso modo. On est passé d'un système qui était similaire à Bitcoin pendant des années. On vient de faire une transition il y a, je crois que c'est maintenant un an, en septembre 2022, si j'ai bonne mémoire, vers un système de proof of stake, où donc maintenant on ne participe plus à la construction des réseaux avec de la puissance de calcul, mais par la preuve de détention d'Ethereum. Et donc pour valider sur la chaîne, il faut détenir et bloquer 32 jetons Ethereum qui vous permettront d'être validateur de la chaîne pendant tout le temps que vous détenez ces jetons. En récompense, vous recevez un rendement. Je crois qu'actuellement, il doit être aux alentours de 3 ou 4%. Seulement, staker à la maison, excusez également le petit screenshot ici, n'est pas toujours si facile. Notre CTO, Oshin Kine, non irlandais, avait déjà repéré ce problème en 2018, et notamment les problèmes de potentielle décentralisation que pourrait amener le passage au proof of stake, justement. Et donc déjà à ce moment-là, il a fait ce postulat, et ça nous amène à l'aspect qui est vraiment difficile de staker depuis chez soi. Donc staker sur Ethereum, ça demande de pouvoir set up une machine qui est dédiée à ça, qui va tourner 24 heures sur 24, qui doit toujours être active, qui doit toujours proposer avec succès les différentes attestations sur la chaîne. Donc il faut être en veille de manière permanente. Il faut avoir 32 Ethers à disposition. Donc 32 Ethers au cours actuel, ça fait quand même presque 70 000 $. Ce n'est pas du tout accessible à tout le monde. Et si on ne les a pas, il faut accepter de les déléguer et donc de donner la propriété de ces Ethers à quelqu'un qui va s'occuper de staker pour nous. Ce qui peut aussi poser des problèmes de risque. Aussi, on peut vite être limité par la bande passante Internet. Typiquement, chez moi, alors que j'habite à Bruxelles, qui est quand même une grande ville, je suis dans un des rares quartiers de Bruxelles qui n'a toujours pas la fibre optique. Et, ouais, scandaleux, ben, je vais venir à Paris. Mais du coup, typiquement, moi, je n'arrive pas à staker depuis chez moi, si j'ai envie de le faire. Ma connexion ne le permet pas, ou alors je compromets sur tout le reste que je veux faire sur Internet, et je ne peux faire uniquement que ça. Il y a aussi d'autres problèmes. On est peu concerné ici, mais dans pas mal de régions du monde, il y a des courants intermittents. On a été en Afrique du Sud, justement, avec Obol il y a quelques mois. Et en fait, là-bas, ils ont des power cuts, ils ont tout le temps des coupures de courant. Et donc, ça veut dire que même si on a des backup generators qui se mettent en route, il y a toujours des moments de lag et des problèmes techniques qui surviennent quand on veut staker. On peut aussi avoir des hardware en fin de vie, ça peut être coûteux. Il faut rester à jour sur la dernière version d'Ethereum, et donc il y a toujours un besoin d'upgrade continu qui est là. Et surtout, il faut de l'expertise technique. Il faut savoir setup ce node, il faut savoir gérer toutes les interfaces. Qu'on le fasse sur une machine dédiée à domicile ou même dans le cloud, il faut une expérience technique, encore plus si on veut être hautement performant sur le temps. Et enfin, avec toutes ces performances et toutes ces implications, si on veut être rentable sur du long terme, alors qu'on a entre guillemets juste 32 Ethereum à la maison, c'est rarement une opération financière très intéressante. C'est beau idéologiquement, mais financièrement, on s'y retrouve souvent un peu moins.
qu'est-ce qu'on fait nous, les distributed validators? Pour la petite histoire, je ne sais plus exactement qui sont ces deux personnages sur les photos, mais c'est deux gars très très importants. Et donc la première fois que les trustless validators, comme on les appelait à l'époque, ont été mentionnés, c'était en 2019. Et c'est pendant le Covid que nos deux cofondateurs ont eu l'idée chez Obol, dont Oshin, dont je vous ai montré le screenshot tout à l'heure. Globalement, qu'est-ce que sont les distributed validators? C'est un validateur Ethereum, donc avec ses 32 Ethers, mais qu'on va splitter, qu'on va répartir sur plusieurs nœuds Ethereum. Donc par exemple, qu'on va répartir entre 6 ou 7 personnes, enfin 6 ou 7 opérateurs. Ça nécessite, pour le bon fonctionnement du validateur dans son ensemble, que 2 tiers, donc plus de 2 tiers de ces opérateurs qui participent à la formation d'une équipe, d'un cluster, comme on appelle, soient en ligne et en train d'effectivement attester continuellement. Et enfin, du coup, ça permet à un validateur de 32 Ethers d'être co-géré par plusieurs personnes de manière indépendante les unes des autres et de manière confiante également. Vous pouvez penser à tout simplement, si vous avez besoin d'une comparaison, à un multisig, exemple qui est généralement plus familier pour les gens, mais au niveau du staking sur Ethereum. Qu'est-ce qui nous permet de mettre tout ça en place? C'est le middleware qu'on a construit. Donc c'est un espèce de logiciel qui vient s'insérer entre deux couches de la des clients sur Ethereum. Il vient s'installer entre le validator client et le consensus client, en dessous de l'execution client. Et donc en gros, ce que ça permet tout simplement, c'est à tous ces clients de mieux se parler les uns avec les autres, de manière neutre, crédible, et surtout qui permet aussi une décentralisation au niveau même du setup d'un validateur. Donc on pousse vraiment la décentralisation à ses limites. Et ça permet également une sécurité plus élevée. Tous ces aspects, on va y revenir dans les slides qui viennent. Pour faciliter l'onboarding des gens qui veulent démarrer, on a mis aussi en place ce qu'on appelle notre Launchpad, qui permet donc de configurer le cluster. Donc c'est l'équipe de nodes opérateurs qui vont se rejoindre pour former ce validateur complet. On va pouvoir coordonner ces opérateurs, donc les lancer dans ce setup et dans cet onboarding et aussi paramétrer par exemple la répartition des récompenses sur le réseau, la répartition de la stake que chacun va déposer. Et ça va gérer la distributed key generation. Donc c'est ça qui est vraiment au cœur du sujet, qui permet donc de créer une clé dont chacun des opérateurs va détenir une partie. Personne ne connaît jamais l'entièreté de la clé, donc, et ça va constituer la clé entière du validateur, mais chacun en détient une partie. Elle n'a jamais été totalement constituée à la base, comme dans certaines autres solutions. Et enfin, ça va pouvoir vérifier que le cluster est bien live et en train d'attester sur la chaîne. Maintenant, quel est l'intérêt d'avoir ces distributed validators? C'est bien beau d'un point de vue technologique, mais quel est réellement l'intérêt que ça peut avoir pour staker sur Ethereum? Donc déjà, ça améliore l'efficacité. Comme je mentionnais tout à l'heure, il faut que plus de 2 tiers des nodes opérateurs soient en ligne et en train d'attester pour que l'ensemble du validateur puisse générer des récompenses sur la chaîne. Et bien donc en fait ici ça permet tout simplement, imaginons que nous sommes 4 dans un cluster, ça permet à un des 4 membres du cluster de passer offline pendant un temps et de permettre à continuer aux autres de continuer à attester sur la chaîne. Ça n'handicapera pas le bon fonctionnement général du validateur. Et donc ça permet par exemple de, comme on le dit, on avait fait trend d'un hashtag sur Twitter, stake and sleep. Ça permet tout simplement de partir en voyage pendant 2 semaines et puis de revenir chez soi. On se rend compte que son nœud est down depuis 2 semaines, mais c'est pas grave. On a encore le temps d'aller se faire un café, faire ses courses et puis on s'assied tranquillement et on voit ce qui s'est passé, on corrige le bug en sachant que les autres ont fait le travail pour nous pendant ce temps-là. Ça permet aussi de réduire les charges de maintenance. C'est beaucoup plus facile en termes de... Il n'y a pas besoin d'un monitoring constant, comme on vient de le dire. On peut partir en voyage pendant un temps, revenir tranquillement chez soi, on a l'esprit beaucoup plus tranquille. Et aussi, ça permet aux plus petits validateurs de rejoindre des ensembles d'opérateurs, des LSP. LSP, c'est... j'ai un bug. Liquid Staking Pool, pardon, qui permettent justement des déploiements à haute disponibilité et qui vont favoriser des communautés de validateurs plus diversifiées. Donc ça va permettre plus facilement de rejoindre par exemple l'opérateur 7 de Lido. Par exemple, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de Lido. Ils font souvent appel à des opérateurs qui valident depuis la maison. Et donc ça permet de rejoindre plus facilement des initiatives comme ça.
Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un setup qui permet d'être fault tolerant, donc qui autorise la défaillance technique d'une partie des nœuds. Et donc ça permet aussi, que ce soit pour l'IDO ou pour les gens qui prennent part à l'initiative, d'être plus confiants dans ce setup et d'avoir plus de temps de gérer ça correctement. Et aussi ça permet de réduire le bonding requirement, l'exigence de caution. Donc le collatéral qu'il faut déposer pour pouvoir venir valider sur la chaîne, ça permet de pouvoir distribuer ce collatéral, ou même pour l'IDO ou d'autres opérateurs, de fournir ce collatéral de manière trustless. Ce qu'ils peuvent faire par exemple, c'est fournir le collatéral et dans le setup du cluster, indiquer l'adresse de l'IDO comme adresse de réception des récompenses, mais aussi l'adresse de réception du collatéral principal une fois qu'on exit le cluster. Et donc, on peut très bien faire tourner le cluster chez plusieurs particuliers sans qu'ils aient le moindre sou à mettre, en sachant que si moi je vais mettre les 32 Ethers, je peux automatiquement programmer le fait que ces 32 Ethers me reviennent chez moi au moment où on exit le validateur. Comment est-ce qu'on peut commencer? C'est assez simple. Il y a plusieurs possibilités. On peut soit participer avec un groupe d'amis et suivre le process avec le Launchpad comme j'ai montré tout à l'heure, ou aussi de plus en plus, on est en train de développer des solutions avec nos partenaires. C'est d'ailleurs une partie de mon job à Hubble, je me rends compte que je n'ai pas présenté ce que je faisais, mais en gros je m'occupe de superviser et de leader toute la communauté, ce qui comprend tout ce qui est initiative de co-marketing et tout ce qu'on fait dans l'écosystème avec d'autres partenaires. Par exemple, ici, l'initiative qu'on fait avec Etherfi, c'est que Etherfi, et avec 3 autres partenaires, Dapnode et Avado, c'est que Dapnode et Avado fournissent des machines de staking. Pensez à un package qui est déjà tout fait, qui est prêt à valider. C'est juste un plug and validate, on va dire. Etherfi va fournir les Ethereum en se basant sur notre technologie, Hubble, pour s'assurer de récupérer ces Ethereum, mais en donnant l'accès au fait de valider aux individus. Et donc là, on a déjà aussi poussé à la décentralisation à pas mal de limites en onboardant des gens de pas mal de continents différents, de pays différents. Et donc ça, c'est une initiative qu'on met en place. En décembre, ici maintenant, on vient d'arriver à un gros milestone. C'est qu'avant, on était dans des phases de testnet depuis déjà plusieurs mois, depuis près d'un an. Et là, on vient de lancer notre mainnet Open Beta, ce qui fait que donc maintenant, tout le monde peut run sur mainnet, un validateur depuis chez lui. Il y a 4 produits principaux qu'on a lancés avec Beta. Il y a le Launchpad que je vous ai présenté tout à l'heure, qui existait déjà, mais sur testnet, sur Go Early Testnet, et qui maintenant est disponible sur Beta. Il y a une limitation pour un moment. On a déjà fait beaucoup d'audits, on est très confiant dans notre solution, mais on est encore en train de développer des trucs et on lancera la full V1 dans quelques mois. Et donc pour un moment, il y a toujours une limitation à un validateur par cluster. Donc une fois qu'on est... En fait, un cluster peut faire tourner plusieurs validateurs sur un même cluster. Ça peut même monter à des milliers pour les gros nodes opérateurs. Mais pour le moment, on autorise maximum 1 par cluster, histoire de... Bon, à chacun de prendre ses risques financiers en toute âme et conscience, mais c'est une manière aussi de protéger un peu tout le monde. On lance également la Hubble SDK. Hubble SDK, c'est un TypeScript package, donc c'est beaucoup plus destiné aux développeurs. Mais en gros, ça permet de programmer le setup et aussi l'exit d'un cluster de manière automatique. Ça permet aussi de faire des intégrations. Et donc, ça, c'est beaucoup plus orienté développeur. On a aussi sorti les Hubble Splits. Hubble Splits, c'est une manière d'automatiser la distribution des frais, des récompenses et du principal, comme j'expliquais tout à l'heure, entre les différents participants du cluster. Donc on peut programmer tout ça à l'avance, ce qui revient à faire vraiment un trustless setup. Et enfin Caron, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le middleware client qui s'insère entre les 2 autres couches de composition du validateur. Un programme qu'on a lancé aussi, ça c'est un programme qu'on a nous lancé, dont moi je m'occupe à Hubble d'ailleurs, pour permettre un meilleur onboarding et une meilleure expérience dans la communauté. Donc c'est qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui adorent un peu jouer avec des solutions dans le Web3, qui sont très impliqués, très compétents techniquement. Beaucoup de protocoles ou de nodes opérateurs plus gros qui cherchent des gens pour venir staker chez eux, mais pas grand-chose pour les connecter. Donc l'idée ici, c'est pour les participants de suivre une série d'étapes, d'abord se documenter, prendre un quiz, et puis sur testnet ou sur mainnet comme vous voulez, mais on encourage à le faire sur testnet pour ceux qui n'ont pas d'expérience, de créer et de faire tourner avec succès avant d'exiter un validateur après une période de 3 semaines.
Et une fois que vous avez réussi tout ça, vous recevez un NFT non transférable qui du coup atteste de cette capacité que vous avez techniquement à run proprement des validateurs sur le réseau et qui du coup devrait développer des opportunités de staking ou de tests plus privés, plus avancés dans l'écosystème, plus particulièrement des distributed validators, mais donc notamment de prendre part à des initiatives comme celle de Lido, de faire partie du Lido Operator Set, etc. Donc tout ça, par exemple, n'hésitez pas à en parler après, tous les liens sont sur notre site internet. Mais voilà, c'est une chouette opportunité de démarrer, même juste de se renseigner. Il n'y a aucune implication à tenter le coup sur testnet, voir si on aime bien, si on a envie d'apprendre, ou même juste apprendre le quiz. C'est toujours sympa de pouvoir venir se renseigner. Donc voilà, globalement c'est ce qu'on fait chez Obol. Donc n'hésitez pas à venir y jeter un œil. On est vraiment persuadé que ça va contribuer au futur du staking et donc au futur d'Ethereum dans plein de manières différentes. Que ce soit pour la décentralisation, pour le moment les solo stakers, donc les gens qui stake depuis la maison, ça représente environ 7% de l'écosystème, c'est vraiment pas grand chose. Et donc que ce soit sous forme directe avec des gens qui intègrent ces solutions depuis la maison ou sous forme de plus grands nodes opérateurs qui intègrent notre solution de manière plus discrète, comme par exemple un Lido. Si Lido qui contrôle 30% du stake peut intégrer notre DVT, ça peut déjà énormément améliorer la décentralisation. Pour les stakers qui sont à la maison, ça améliore aussi la sécurité, ça diminue les risques, ça vous autorise à être plus relax, à stake and sleep comme on le disait. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on a en tête. Les questions du coup sera pour après, je ne savais pas quand ce serait, du coup je l'ai mis là. Et merci pour votre attention en tout cas.